Bonjour à tous, nous voici sur la chaîne Approche Global Autisme. Je suis contente et fière d'accueillir Anthony Fardet, que je suis depuis très régulièrement sur Internet et sur Facebook et là où je peux. Anthony Fardet, qui pour moi est une personne qui mérite d'être vue et entendue parce que dans le paysage actuel, l'alimentation pour moi et je pense pour lui est quelque chose de très 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 intéressant pour le corps humain. Pour moi, c'est une base, comme on mettrait une bonne essence dans une voiture. Et Anthony Fardet est ingénieur agroalimentaire de l'AgroParisTech depuis 92 et il est docteur en nutrition humaine depuis 98. Alors voilà, alors Anthony, bonjour. Bonjour Corinne. Merci d'avoir accepté de nous donner un peu de votre temps et je pense que ça pourra vraiment bien aider des familles qui, pris par le temps, pris par leur vie, pourront avoir une idée de l'impact de la nourriture sur nos vies. Et on a convenu dans une première vidéo, par exemple, que vous nous parliez de vos observations en tant que chercheur, entre ce que vous glanez ici et pourquoi pas ailleurs, et de l'impact que cela pourrait avoir sur nos vies. Voilà, bah écoutez, si vous voulez développer un peu tout seul, et puis après on voit. Voilà. D'accord. Bon, merci de votre invitation, merci de votre confiance. Donc, mon projet de recherche actuel, c'est de caractériser de manière très systématique le lien entre le degré de transformation des aliments et la santé. Pourquoi je dis degré? Parce qu'en fait, la vraie question, ce n'est pas la transformation, parce qu'on transforme les aliments depuis la nuit des temps, depuis le feu, en fait, depuis qu'on a domestiqué le feu, il y a plus d'1 million d'années. Mais la vraie question qu'on se pose en tant que chercheur, c'est quel est le degré de transformation, quel est ce degré qui n'est plus acceptable pour la santé humaine. Et aujourd'hui, les résultats scientifiques publiés au niveau mondial, mes observations montrent que, en fait, ce degré qui n'est plus acceptable pour la santé, c'est les aliments ultra transformés. Donc, pourquoi c'est plus acceptable pour la santé? Je vais essayer de répondre à cette question. Et puis ensuite, on parlera plus longuement du lien entre ces aliments et des différentes pathologies chroniques. Donc, c'est quoi un aliment ultra transformé? Donc, ça date de 2009 par des épidémiologistes brésiliens qui ont observé que le lien entre l'obésité, le surpoids et le diabète de type 2 qui explosait au Brésil avait plus à voir avec le degré de transformation des aliments qu'avec leur composition en première intention. Et donc, ils ont observé de manière un peu inductive, c'est-à-dire en observant le réel, que dans une cuisine classique, on pouvait trouver 4 groupes d'aliments, c'est-à-dire des aliments bruts ou peu transformés, auxquels on n'ajoute rien. On trouvait des ingrédients culinaires, du sucre, de l'huile, du beurre, de la crème, deuxième groupe. On trouvait des aliments transformés, donc les plats que font les parents. Oui. On rajoute, par exemple, on fait des plats cuisinés, il y a aussi les plats des terroirs. Le fromage aussi, c'est un mélange de sel, de ferment et de lait. Donc, ces aliments transformés, en fait, c'est des ingrédients culinaires avec des aliments bruts ou peu transformés. Et ils ont observé aussi qu'il y avait un 4e aliment qui ressemblait beaucoup aux transformés, mais qui n'en était pas. Et c'est ce qu'ils ont appelé les aliments ultra transformés, dont la définition que j'ai un petit peu résumée est la suivante. Ce sont des aliments donc, qui présentent ce qu'on appelle un marqueur d'ultra transformation qu'on peut déceler sur les emballages en supermarché, hypermarché, etc. Donc, marqueur d'ultra transformation, c'est MUT, un MUT, on appelle ça MUT. Alors, la vraie question, c'est quoi ces MUT? Donc, ces MUT, en fait, c'est soit des ingrédients très transformés ou des additifs qu'on qualifie de cosmétiques, donc par définition, qui ne sont pas indispensables, qui sont d'usage principalement industriel, que vous ne trouverez pas dans les cuisines, et qui vont modifier ce qu'on appelle les qualités sensorielles de l'aliment, c'est-à-dire ce qui vous fait acheter l'aliment. Et il y en a 4, c'est goût, couleur, arôme et texture. Donc, d'abord, on voit un aliment avec les yeux, la couleur, ensuite, il y a l'odeur avec les arômes, et ensuite, en bouche, il y a le goût et la texture. Voilà, il y a 4 propriétés, il n'y en a pas 5 ni 3. Et donc, si vous voulez, ces marqueurs d'ultra transformation, alors ça peut être des additifs ou des ingrédients très transformés, comme des huiles raffinées, des isolats de protéines, des sirops de glucose ou des arômes artificiels. Donc ça, c'est la catégorie qui ne sont pas des additifs, ou alors des texturants, des colorants. On parlera des colorants tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Texturants, colorants, exhausteurs de goût, voilà, qui sont là pour soit imiter, donc par exemple un yaourt aux fruits qui n'a pas de fruits mais que des arômes, restaurer quand on corrige un goût, par exemple, avec des correcteurs d'acidité, des exhausteurs de goût,
masquer un goût indésirable et aussi exacerber. Et c'est surtout exacerber qui est très intéressant, c'est-à-dire on va exacerber ses propriétés sensorielles parce que c'est ce qui fait acheter le produit en fait, c'est ce qui fait le consommer plus que de raison, le racheter. Et quand on cible les enfants très tôt, on peut en faire des clients à vie parce que si vous voulez, c'est des propriétés sensorielles tellement exacerbées qui sont faciles d'accès avec des textures très agréables, molles, friables, liquides. Comme c'est exacerbé, c'est très attractif, voire addictif entre guillemets. Et on peut faire des clients à vie très facilement si on cible les enfants. Et c'est ce qu'on fait. Les enfants sont très ciblés. Et en France, on estime, c'est une estimation que j'ai faite à partir de l'étude 1K, la grande étude 1K française, ils sont à 45-50% de calories par jour ultra transformées, donc presque 1 sur 2. Et on est pratiquement 10% de plus que chez l'adulte. Donc les enfants consomment plus ultra transformés en France que les adultes. Les adultes sont plutôt à 35, en faisant une moyenne de 2 sources différentes, l'ANSES, enfin l'étude 1K et l'accord Nutrinet. Donc, vous voyez, ces aliments ultra transformés, en fait, c'est ce que j'appelle, moi, des fake food ou des faux aliments, par opposition aux vrais aliments. Parce que aujourd'hui, dans le monde entier, ces aliments ont presque pour vocation de remplacer les vrais aliments. Donc, le soda remplace l'eau. On va avoir des pop-corn qui vont remplacer du vrai maïs. On va avoir des nuggets de poisson qui vont remplacer le vrai poisson. Donc, vous comprenez le principe. On substitue aux vrais aliments des faux aliments qui sont très attractifs, très rentables, mais qui ont une conséquence dramatique, c'est que ça éloigne les enfants des vrais aliments au goût plus subtil, plus exigeants, et qui sont pourtant meilleurs pour leur santé et pour la planète. Voilà, donc si vous avez compris que les aliments ultra transformés sont des aliments dont on a artificialisé l'apparence, la structure, la matrice, vous avez à peu près compris ce que c'est que l'ultra transformation qui a explosé dans les années 80 dans nos pays. Donc j'ai parlé un peu de la consommation. Pour les reconnaître, comment les reconnaître? Pour ceux qui nous écoutent, je pense que c'est important. Alors, souvent, il y a des emballages très colorés, très attractifs. Pas toujours, hein, c'est des tendances générales. Vous avez des personnages de l'univers des enfants, évidemment. Si vous regardez tous les produits ultra transformés à destination des enfants à la télé, hein, il y a beaucoup de les héros du moment, de Walt Disney, les super-héros, des lions, etc. Beaucoup de promotions, parce que comme ils sont peu chers à produire, on peut se permettre de faire des promotions. Beaucoup de portions individualisées. Donc promotion, portion individualisée. Et ensuite, le plus important, c'est de regarder la liste des ingrédients, mais pas la composition. La composition n'intervient pas dans cette classification selon le degré de transformation, et c'est pas elle qui est prioritaire par rapport aux maladies chroniques en préventif. Ce qu'il faut regarder, c'est le degré de transformation, et le seul moyen de l'approcher, c'est la liste des ingrédients. Et donc, on a calculé, donc ça, c'est des travaux qu'on a publiés l'année dernière, qu'au-delà de 5 ingrédients sur la liste, c'est-à-dire 6 et plus, c'est très précis, on a pratiquement 80% de chances que l'aliment soit ultra transformé, à peu près 4 chances sur 5. Donc, c'est un bon indicateur, la liste d'ingrédients, pour voir si l'aliment est ultra transformé. Après, vous pouvez aussi utiliser l'application SIGA à laquelle j'ai travaillé, qui est une application gratuite sur smartphone et qui identifie les aliments ultra transformés. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Oui, alors je terminerai sur cette partie ultra transformée en disant quelles sont les causes qui vont être délétères de ces aliments pour la santé, et on va y revenir. Alors d'abord, ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte dans 2 études, alors à confirmer évidemment, ce ne sont que 2 études, mais qui ont été publiées très récemment, que par rapport à des aliments peu transformés, bruts, on consomme jusqu'à 70 à 100% de calories en plus par minute. Donc, on voit bien que le point de départ n'est pas la composition. Il faut sortir de ce que j'appelle ce réductionnisme nutritionnel et s'intéresser plutôt à la matrice. Ce sont des matrices qui sont conçues de telle manière qu'on en mange plus parce que d'abord, ils demandent moins de mastication en règle générale, parce que les textures sont souvent liquides, visqueuses, friables, molles. Regardez les pâtes à tartiner pour enfants fromagères, elles sont beaucoup plus molles que les fromages pour adultes. Donc, il y a plein d'exemples comme ça. Alors, évidemment, il y a des exceptions, comme d'habitude, c'est plutôt des tendances générales. Et puis aussi, ce sont des aliments qui se consomment de manière très isolée, donc qui sont liés à une certaine forme de fractionnement de la vie sociale. Donc, sur le pouce, devant des écrans, tout seul. On ne partage plus le repas, en fait. Et donc, voilà, tout ça crée un environnement où on consomme jusqu'à 2 fois plus de calories par minute. Donc, ce n'est pas négligeable, c'est énorme. Comme on les mastique moins, ils sont moins rassasiants. Donc ça, c'est aussi très, très important.
Parce que si c'est moins rassasiant, comme on sait que la satiété est un régulateur de la prise alimentaire et donc à long terme du poids, donc c'est très important. Donc ça, c'est des travaux qu'on a publiés qui confirment aussi des travaux antérieurs. Ensuite, autre caractéristique, ils sont plutôt source de sucre rapide, donc hyperglycémiants, surtout les produits fruitiers céréaliers, ultra transformés. Donc c'est un peu gênant parce que quand on donne par exemple des céréales du petit déjeuner ultra transformées pour enfants tous les matins, et on donne des sucres rapides à nos enfants et c'est pas bon, c'est pas ce qu'il faut faire. Notre organisme est beaucoup plus faible pour des sucres lents. Il sait mieux gérer et donc ça évite l'hyperinsulinémie, ensuite le prédiabète. Autre caractéristique, ils sont moins riches en composés protecteurs, antioxydants, fibres, minéraux, vitamines, et on y reviendra. Et donc on parle de calories vides, c'est-à-dire vides de composés protecteurs. Et puis enfin, dernière caractéristique, on peut trouver des composés étrangers au corps humain, ce qu'on appelle des xénobiotiques. On retrouve la racine de xénophobe, xénos, étranger. Et donc ces composés étrangers au corps humain qu'on n'avait jamais consommés aussi massivement que depuis 40 ans, bah ça va être des additifs de synthèse, c'est-à-dire qui n'existent pas dans la nature. Il y a des additifs naturels, plus naturels, qui existent dans la nature. Ça va être des sucres très transformés, par exemple des sirops de glucose, des sucres invertis, des polydextroses, des huiles très transformées, hydrogénées, ça n'existe pas non plus dans la nature. Enfin, si ça existe, mais sinon, c'est ce qu'on appelle des acides gras trans d'origine naturelle qu'on va trouver notamment dans le lait, dans les produits laitiers. Mais il y a les acides gras trans d'origine industrielle. Et puis, vous avez des protéines très transformées, comme des protéines hydrolysées et surtout des isolats de protéines que vous allez retrouver beaucoup dans les substituts de produits végétaux, comme les steaks végétaux, par exemple. Voilà à peu près. Donc, si vous voulez, ce cocktail peu rassasiant, enfin moins rassasiant, on consomme plus que de raison, plus de calories, hyperglycémiant, calories vides et présence de xénobiotiques sur lesquels on a très peu de recul. Ça fait un cocktail délétère et quand on consomme en excès ou régulièrement tous les jours, eh bien on crée un petit peu le lit pour les maladies chroniques dont on va parler, c'est-à-dire d'abord obésité, surpoids, ensuite diabète, stéatose hépatique ou foie gras humain, qui sont les premiers stades des maladies chroniques. Alors, ce sont des dérégulations métaboliques qui ne sont pas mortelles en soi, mais si vous voulez, elles vont augmenter les facteurs de risque de maladies beaucoup plus graves et qui, elles, vont être mortelles. Donc, cardiovasculaires, certains cancers et la stéatose hépatique, ça donne la NASH ou la stéatohépatite, inflammation du foie, ensuite la cirrhose et pourquoi pas un cancer du foie. Donc, si vous voulez, ces aliments, lorsqu'ils sont consommés en excès, nous amènent comme dans un entonnoir, d'abord vers des stades de dérégulation pas trop graves, mais qui vont augmenter le risque de maladies beaucoup plus graves. Voilà ce qu'on peut dire vraiment en résumé sur ces aliments. Bah, moi, ça me parle carrément parce que même si j'ai pas vos diplômes, c'est ce que j'ai observé dans ma propre vie, mais dans toutes mes lectures. Et pour avoir vu beaucoup de vos interventions et pour informer les familles, on peut conseiller par exemple de regarder dans la composition d'un aliment, par exemple, où on va vous parler d'un légume, d'une viande ou d'un truc en particulier. Si cet aliment-là n'est même pas le premier de la liste dans la composition, on peut se dire déjà que c'est pas normal parce qu'il n'occupe pas la première place au niveau de la composition. Et si avant, par exemple, un légume, enfin, pour un légume, c'est peu probable, mais si on voit en premier qui a écrit sucre et en deuxième le chocolat, déjà, on va se dire c'est pas normal que le chocolat il soit si minime par rapport au sucre. Oui, ils se sont vendus comme des poudres cacaotées, mais certaines, alors pas toutes, hein, ça dépend des marques, tout ça, mais certaines poudres cacaotées devraient plutôt s'appeler du sucre aromatisé au chocolat. Voilà, parce que bon, on doit avoir les mêmes lectures et les mêmes vues de choses. Par exemple, moi, une fois, j'ai vu un reportage qui dit clairement que, bon, là, on parle de ça, mais je crois qu'on peut en parler 2 heures. Par exemple, quand on prend un bol de chocolat au lait le matin, on a eu 69% de son apport de sucre de la journée. C'est qu'on ne s'imagine plus que le concentré de sucre pour une seule chose, c'est incroyable. Euh, Oui, Moi qui m'intéresse, parce qu'il y a des intolérances dans ma famille, moi qui m'intéresse aux traces de, bon, je parle du gluten et du lait, est-ce que c'est normal que dans du saucisson aujourd'hui ou dans un aliment qui concerne absolument pas une catégorie d'autres aliments, on retrouve dedans du lait. Dans le jambon, on va retrouver du dextrose.
Dans, dans un légume cuisiné, on va retrouver du sucre. Enfin, je veux dire, il faut retourner peut-être à l'essentiel et se demander pourquoi, quand on regarde les photos des années 60, on voit des gens fins et pourquoi aujourd'hui dans la rue, on voit une personne sur 3 en surpoids, voire une personne sur 10 obèse. Il y a aussi le fait qu'on se déplace qu'en voiture ou qu'on fasse moins de sport, c'est un tout. Et puis on nous a introduit le sucre. Moi, mes parents, ils prenaient pas du coca à 4 heures. Nos grands-parents, ils mangeaient de la viande qu'une fois par semaine. Et en fait, comme vous dites, l'ultra transformé appelle l'ultra transformé parce qu'on s'habitue à des goûts et des textures qui nous éloignent de la base de nos aliments qui sont normalement bruts. Et je pense que le sucre appelle le sucre. Et comme vous dites que quand on mange quelque chose en 10 minutes, on n'a pas notre satiété qui devrait être une demi-heure, ben quelqu'un qui peut manger un hamburger à midi pourra retourner sur un pain au chocolat à 15 heures C'est parce ça. que tous ces pics de glycémie, on ne se l'imagine pas, mais ça demande un appel. Moi, par exemple, j'ai appris, je ne sais pas si ça vous parle, j'ai appris qu'il fallait que je mange mon sucre. Par exemple, si je mange un fruit, un gâteau ou quelque chose. Maintenant, je le mange avant mon plat. Comme ça, je ne reste pas sur mon pic de sucre. C'est des choses qu'on apprend en micronutrition. J'espère que ce sera une voie d'avenir pour se rééduquer parce que je ne vous cache pas que de ce que je vois des parents qui me suivent, mais ce que je vois dans la rue, c'est on veut faire plaisir à nos enfants. J'ai déjà vu des enfants avec des cornets de frites dans la rue à 4 heures, des jus de fruits donnés à 17 heures. Il n'y a plus d'eau, c'est comme vous dites, c'est un jus de fruits. C'est ingurgiter un verre de jus de fruits du sucre en barre à 17 heures. Ça saute dans les parcs, ça fait du bruit. Moi, je me demande si à l'époque de nos parents, dans les classes, c'était pas beaucoup plus calme. Les gens Oui, écoutaient, alors, vous soulignez un hein? point qui a été mis en évidence, c'est-à-dire le lien entre tous ces sucres rapides qu'on consomme, que les enfants consomment et une certaine forme d'hyperactivité. Pour faire une analogie, on peut prendre le courant, il y a le courant continu alternatif et tous ces sucres rapides qu'on donne aux enfants, 95% des céréales du petit déjeuner pour enfants sont ultra transformés et sont évidemment évités puisqu'on les donne tous les matins, donc c'est catastrophique. Ça crée des hyperglycémies et ensuite des hypoglycémies, donc ça fait comme un courant alternatif dans le cerveau en fait, vous voyez. Donc c'est pas l'idéal pour bien réfléchir dans la matinée, alors que si vous donnez des sucres lents comme des muesli naturels peu transformés ou voire des flocons d'avoine qui sont juste aplatis et cuits à la vapeur, qui sont des produits céréaliers peu transformés, qui sont de très bonne qualité, vous allez créer plutôt un courant continu et donc vous n'aurez pas ces pics d'hyper et d'hypoglycémie. Donc on peut imaginer qu'un courant comme ça alternatif chez les gamins, ça peut créer une certaine forme d'hyperactivité. Mais on y reviendra tout à l'heure aussi avec les colorants qui sont aussi, ont été longtemps étudiés pour l'hyperactivité. Et il ne faut pas oublier qu'hélas, maintenant, en essayant de comprendre pourquoi on en arrive là, c'est que dans l'autre génération, nos mamans, souvent, elles éduquaient leurs enfants à la maison, du coup, elles étaient là, elles cuisinaient. Maintenant, il y a un autre mode de vie, les parents travaillent tous les deux. Le matin, on est pressé. Plutôt que de faire, comme vous dites, des flocons d'avoine avec un fruit coupé dedans et pourquoi pas une demi-cuillère de miel, on va prendre le paquet qui est tout prêt. Du coup, il y a tout qui est dedans. Et puis, en fait, au lieu d'avoir des vitamines, comme vous dites, c'est des calories vides, mais gorgées de sucre. On pense bien faire parce que le mot céréales, ça donne dans la tête que c'est super. Mais c'est pas, voilà, il faut aller dans les magasins, il faut regarder ce qu'on vend en vrac, il faut regarder ce qui est brut. Et quand on regarde la composition des deux, au niveau du 100 grammes et le taux de sucre, on va voir que ça n'a rien à voir du tout. Et quand je vois que dans une pizza, il y a 19 morceaux de sucre, que quand les gens mangent du pain, ils ne s'imaginent pas qu'en mangeant du pain, ils peuvent manger du sucre, que j'entends des parents penser qu'une patate, c'est un légume. Enfin, je veux dire, il y a tout à revoir. Alors, je ne fais pas de généralité, évidemment, mais des fois, on se voit plus penser parce qu'on trouve des automatismes et on se dit plus que c'est anormal. Oui, alors Et pour les céréales, ce qui compte, c'est de regarder le degré de transformation, hein. C'est ça qui est fondamental. Donc, c'est pas pareil des céréales complètes et raffinées, et même des céréales du petit déjeuner pour enfants où c'est marqué farine de blé complet, farine de riz. Donc, on se dit c'est des céréales.
Si ça a subi une cuisson-extrusion, en fait, votre farine, enfin, sans rentrer dans les détails, ça éclate la matrice du produit de départ, ça gélatinise l'amidon qui absorbe beaucoup d'eau. Donc, en fait, on transforme un peu la farine, même pas un peu, même beaucoup. On transforme cette farine à la base, même si elle est complète, en du sucre quasiment. Ça s'approche du sucre parce qu'on a déstructuré la matrice de départ. Donc, même si c'est marqué blé complet, si c'est de la cuisson-extrusion, c'est pas très loin du sucre et c'est pas compté comme sucre dans la composition, alors qu'en fait, il faudrait additionner non seulement tous les sucres cachés plus le sucre, mais il faudrait rajouter la farine, qui n'est pas très loin du sucre. Ouais. Et on se voit plus trop faire de manière objective parce que moi, souvent, je dis aux gens, est-ce que vous trouvez normal qu'une farine dans un pain de blé, par exemple, serait blanche? Moi, avec ma logique, le blé, pour moi, n'est pas blanc. La farine ne devrait pas du tout être blanche. Déjà, il y a tout un questionnement à se faire. Euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas se revoir si c'est pas bien de prendre aussi une petite protéine le matin? Est-ce qu'il y aurait pas, est-ce qu'on manque d'éducation nutritionnelle? Est-ce qu'on n'y prête plus attention parce qu'on ne sait pas que ça fait le lit de nos maux physiques ou de maladies? Est-ce qu'on ne se demande pas pourquoi quand on a mal au ventre, c'est pas parce qu'il y a des amidons, des choses avec du dextrose, comme vous dites, tous ces sirops de synthèse qui sont plus digestibles? Et moi, vous voyez, une fois, j'étais dans un resto. C'est un resto un petit peu classe et tout. Et à la dame, je lui ai dit, qu'est-ce que vous servez quand il y a un enfant de 3 ans qui vient dans ce genre de resto? Parce que forcément, c'est assez élaboré, tout ça et tout. Et elle me dit, on fait une purée maison et un poulet. Ah, je fais, bah oui, au moins ça parle. Et là, elle me fait, quoi que? Et elle lève les yeux au ciel. Je lui fais quoi? Elle me dit, vous savez, madame, je suis catastrophée. Quand je sers une cuisse de poulet à un enfant, il ne la mange pas. Parce qu'en fait, ça m'a fait réagir. Parce qu'en fait, il y a des personnes, quand vous leur donnez un poisson entier ou un poulet entier qui n'est plus en croquette et panurisé, les gens, ils savent plus ce que c'est un vrai poisson. Ils savent plus ce que c'est un vrai poulet. Et il faut vraiment s'interroger. Voilà, je pense C'est qu'il ça, faudrait retourner à des bases et se demander pourquoi tous on a des soucis, par exemple, d'eczéma, de peau, de digestibilité. Nos os nous font mal, se déforment avec le temps, on a des carences en vitamines. Est-ce que déjà la plupart d'entre nous, on les observe en prise de sang? Parce que des fois, on peut passer sa vie comme ça avec des maladies, on ne se demande pas pourquoi. Est-ce que c'est normal de manger en un quart d'heure sur le pouce, debout sur un banc, et on a, comme vous dites, oublié tous ces repas en famille où on prend notre temps, on mâche pour la digestibilité des choses? Et je pense que l'éducation commence dès l'école, dès le petit âge. Et c'est sûr que mettre les bonbons à la caisse, tout ça, c'est des petits pièges, marketing. Et, euh, et moi qui me renseigne beaucoup sur la recherche et tout, quand je sais que je parle à des parents sur, tu sais, ton enfant, il est très hyperactif, tu sais, ton enfant est déconcentré, je vous avoue que beaucoup d'entre nous, et moi la première, il y a encore 4 ou 5 ans, je n'aurais jamais imaginé que cela pouvait venir de ce que je mangeais. Donc, il y a tout à revoir et j'engage les parents à s'informer dès qu'il y a des émissions à la radio, à la télé, avec des gens comme vous, tout ça, qui parlent de ça, parce que c'est des choses essentielles, vraiment. Il faut retourner à des bases. Nos grands-parents mangeaient pas autant, ils mangeaient maison. Il n'y avait pas toute cette opulence de gâteaux, de sucre, de boissons soda, il n'y avait pas toute cette offre. C'était fruits, légumes, viande. Viande, comme c'était cher, on en mangeait peu. Et peut-être qu'avant, il y avait une miche de pain à l'ancienne qu'on faisait avec des légumes et puis on n'avait pas tous ces plats cuisinés, comme vous dites, qui d'ailleurs sont pas si peu chers que ça, parce que moi, pour 5 euros, je peux vous faire un plat sympa maison. Donc, faut tout revoir. Voilà, faut tout revoir. Oui, il faut probablement une éducation, enfin pas probablement, il faut revenir à une éducation à l'alimentation qui est une transmission alimentaire qui était faite dans les familles et qui a été perdue. Et donc, c'est vrai que l'industrie s'est substituée aux familles et en proposant des plats pratiques, préparés, mais malheureusement, on a basculé dans l'ultra-transformation. Alors, peut-être,
ça nous amène aussi à, peut-être, je voulais souligner une étude sur les aliments ultra transformés et les troubles digestifs, puisque on voulait parler de ça. Donc, euh, alors, comme le concept est assez récent, aujourd'hui, sur la planète, au niveau international, on a plus d'une cinquantaine d'études épidémiologiques avec le concept. Donc, ça reste encore modéré, mais c'est déjà beaucoup en une dizaine d'années. Et pour les troubles intestinaux, il y a une étude qui a été publiée avec la cohorte Nutrinet en 2018 et qui montre donc un risque accru de syndrome de l'intestin irritable et de dyspepsie fonctionnelle. Alors, de plus 20%, un risque significativement élevé de plus 20%, pour des consommateurs qui consomment plus de 15% en poids d'aliments ultra transformés par jour, contre ceux qui en consomment moins de 10%, pour faire simple. Donc 15% en poids, ça fait 30% de calories. Donc dans cette étude, au-delà de 30% de calories quotidiennes, en gros, on a quand même plus de 20% de risque accru de syndrome de l'intestin irritable. Peut-être rappeler pour ceux qui nous écoutent ce que c'est que le syndrome de l'intestin irritable. Alors, c'est des douleurs abdominales et intestinales persistantes, chroniques, et des modifications du transit. La dyspepsie fonctionnelle, c'est aussi des troubles du transit intestinal, ce qu'on appelle le péristaltisme. Donc, ces résultats sont intéressants. C'est une première étude sur plus de 33 000 personnes. Et ce qui est intéressant, c'est la discussion de cet article scientifique et les hypothèses avancées par ces chercheurs. Donc, je les ai un peu répertoriés. Je pense que ça peut intéresser les gens. Alors, d'abord, comme ce sont des aliments moins riches en fibres, ça peut être un facteur qui peut intervenir, notamment dans la santé digestive, même si ça n'a pas toujours été confirmé dans l'amélioration et la prise en charge du syndrome de l'intestin irritable. Alors, il y a plutôt les fibres solubles des fruits et légumes, et on sait qu'une faible consommation de fruits et légumes a été associée à des désordres intestinaux. Vous avez, parmi les fibres, donc il y a les solubles, il y a aussi les insolubles, qui, on sait, produisent dans le côlon, après fermentation, des acides gras à chaîne courte, qui sont plutôt favorables à la santé intestinale. Donc, c'est un premier élément d'explication, la plus faible teneur en fibres de ces aliments. Ça, c'est bien démontré. Une autre explication avancée par ces scientifiques, c'est que ces aliments ultra transformés sont plus riches en acides gras trans, qui sont liés à l'inflammation intestinale, même si ces acides gras ont été quand même très réduits en France, mais ce n'est pas le cas partout sur la planète. Et ces acides gras trans peuvent entraîner des dysrégulations immunitaires des muqueuses digestives qui sont impliquées justement dans le syndrome de l'intestin irritable. Ensuite, il est évoqué la présence de ces fameux xénobiotiques dont on parlait tout à l'heure, donc des composés non nutritionnels, certains additifs. Alors, les produits néoformés, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des produits qui sont nouvellement formés lors des traitements technologiques. Donc, vous connaissez peut-être l'acrylamide, qui est un produit de la réaction de Maillard. Hein, quand vous avez un sucre qui réagit avec une protéine, par exemple, dans certains types de cuisson. C'est dans les chips, ça, par exemple. Voilà, les chips, certains produits céréaliers. Donc, alors, ces composés non nutritionnels, là, je ne peux pas évidemment citer toutes les études, mais pourraient être impliqués dans les troubles de la barrière intestinale, notamment la perméabilité augmentée de l'intestin. Voilà, donc ça, c'est une troisième explication. Ensuite, une quatrième explication avancée toujours par les mêmes auteurs, un microbiote altéré, c'est-à-dire la microflore colique, qui a été aussi associée avec le syndrome de l'intestin irritable. Et on sait que, alors les études commencent à sortir, hein, il y en a, on ne peut pas dire qu'il y en ait beaucoup, mais pour l'instant, il y en a quelques-unes qui montrent que certains additifs comme les émulsifiants pourraient participer justement à l'altération du microbiote. Et c'est vrai que ces aliments ultra transformés sont beaucoup contiennent des émulsifiants, hein, qui sont donc ce qu'on appelle des marqueurs d'ultra transformation. Et enfin, dernière hypothèse, les FODMAP, peut-être certains connaissent, ce sont des petits sucres non digérés, mais qui sont fermentés au niveau du côlon. Donc, on va retrouver, par exemple, les polyols, hein, qui sont des sucres alcools et qui sont très présents dans les produits ultra transformés. On va trouver dans les chewing-gums, par exemple, dans des confiseries. On va retrouver des galactanes, des fructanes, et qui, en fermentant, vont entraîner des gaz et créer une augmentation des fluides dans l'intestin. Donc ça, voilà pour cette étude. Et ensuite, moi, je rajouterais, par rapport aux troubles digestifs qui pourraient être associés à ces aliments ultra transformés. Donc, on en a parlé tout à l'heure, moins de mastication, donc moins de satiété. Donc, ça, c'est important. Beaucoup de produits liquides, donc avec des transits plus rapides.
Et enfin, on en a parlé aussi tout à l'heure, des sucres rapides, notamment en raison de matrices recomposées, déstructurées et l'ajout de nombreux sucres, hein, comme le sirop de glucose qui est un sucre caché et qui augmente notre consommation de sucre quotidien. Donc, ces sucres rapides, effectivement, comme on le disait, peuvent créer une hyperinsulinémie, mais quand c'est répété tout le temps, ben, à un moment, l'insuline résiste et on peut avoir une insulinorésistance et un prédiabète. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur ces aliments ultra-transformés. Oui, parce que les gens, ce qu'ils ignorent, c'est que quand ils regardent un aliment, moi, si je décortique la compo, est-ce que c'est normal dans un même aliment qui est écrit sucre, dextrose, sirop de maïs, sirop de glucose? Je veux dire, au bout d'un moment, il faut se demander pourquoi dans un seul aliment, il y a déjà 4 ou 5 sucres. C'est quand même fou. Et souvent, les gens, ce qu'ils ignorent, c'est que tout est inflammation. Donc, on n'a pas du diabète par hasard, on n'a pas du psoriasis peut-être par hasard, on n'a pas de l'arthrose par hasard, on n'a pas une endométriose par hasard. Les choses, elles évoluent. Il y a des scientifiques qui commencent à rendre leur premier jet. Et pourquoi nous nous intéressons, on ne va pas regarder du côté, par exemple, on a peut-être des intolérances alimentaires. Comme vous dites, on ne digère plus telle ou telle fibre, ou telle, non, fibre encore, bon, à la base, les légumes et les fruits, c'est quand même la base, mais des fois, par exemple, il y en a, ils vont avoir le côlon irritable parce qu'ils ignorent que manger des légumes crus, ça va aussi, pour eux, leur être néfaste. Et il y en a d'autres, ils ne vont pas comprendre pourquoi tel aliment, ça va leur produire des gaz. Alors, ils vont vous dire, oh non, moi, je ne suis pas intolérante à ça. Non, 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 moi, tout va bien. Mais ils ne vont pas se demander pourquoi ils ont du ventre, pourquoi leur ventre gonfle, pourquoi ils ont un surpoids. Parce que dans les aliments, si on s'informe, il y a des amidons, il y a des levures. Les analyses de sel, après, quand on les fait, on s'aperçoit que ça ne va pas. La flore intestinale, elle n'est plus du tout équilibrée. Flore intestinale pas équilibrée, bonnes et mauvaises bactéries mal équilibrées. Comme vous dites, ça peut donner des gaz. On va mal digérer certains sucres. Ça va travailler sur le ventre. Ça peut engager de la fatigue au cerveau. Tout ça, c'est une machine. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand moi je dis le corps, c'est une machine. Mais pour moi, tout va ensemble. Et si on parle beaucoup de maladie de Crohn, de rectocolite hémorragique, d'intolérance alimentaire, de surpoids, d'ostéoporose, tout ça, il faudrait peut-être se re-questionner sur qu'avons-nous tous en commun. Eh ben, je crois que ce qu'on a tous en commun, c'est manger. Et pourquoi certains s'en sortent mieux que d'autres? Eh ben, faudrait peut-être comprendre pourquoi. Parce que, comme vous dites, on a délaissé les fibres et les légumes et les fruits pour des choses, des paquets de gâteaux, des plats cuisinés. Comme on dit, on donne une compote, on ne va plus donner le fruit. Et la compote, c'est ingéré en 2 secondes. Le fruit, quand on va le manger, on va perdre 10 minutes. Tout ça, c'est un tout. Et peut-être, hélas, qu'il faudrait se demander si la facilité n'est pas le danger. Voilà, parce que du coup, si on aime notre famille, on doit peut-être se re-questionner sur pourquoi il s'est passé ça et qu'est-ce qui a pu occasionner ça. Moi, vous voyez, je parle pour moi évidemment, mais s'il y a 5 ans, on m'avait dit que mes problèmes de sciatique et d'hernie discale étaient liés à mon alimentation, je vous aurais ri au nez. Une autre copine à moi, elle a plus de psoriasis. Une autre copine à moi, elle a plus de problème d'arthrose. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut se dire, est-ce que nous, on est des folles ou est-ce qu'on dit de la connerie? Excusez-moi d'être vulgaire, mais je veux dire, si on s'informe un peu, on cherche, on trouve, et on peut avoir des réponses à nos questions. Rien n'est hasard. Voilà. Je pense qu'il faut revenir aux bases. C'est sûr que peut-être une question, si les médecins généralistes avaient plus le temps, ce serait une question à poser, ce serait que mangez-vous déjà? Parce que on mange 3 à 4 fois par jour pendant en théorie 83 ans. Donc, ce qu'on met dans notre corps, c'est pas anodin, évidemment. Donc, c'est vrai que la qualité de l'alimentation, alors, ça ne résoudra pas tout, hein, parce qu'il y a aussi d'autres facteurs comme la pollution environnementale. Vous avez aussi des facteurs génétiques qui peuvent jouer. Donc, les maladies chroniques sont multifactorielles, mais l'alimentation reste quand même le levier principal. Et
Et notamment, donc, ces aliments ultra transformés participent de ce qu'on appelle le régime occidental, c'est-à-dire Western Diet. On appelle ça comme ça dans le domaine scientifique. Et c'est vrai qu'on est dans des régimes plutôt pro-inflammatoires qui diminuent la diversité de la microflore colique. On le sait, qu'il y a une moins bonne diversité. Pro-inflammatoire, comme c'est moins riche en fibres, on casse ce qu'on appelle les chaînes trophiques, c'est-à-dire des bactéries qui agissent en synergie pour dégrader les fibres. Donc voilà, donc effectivement, déjà, même si ça ne résout pas tout, bien manger, de toute façon, c'est toujours mieux que rien. Donc, revenir à une alimentation de qualité. Donc, nous, on a défini comme le régime, comme la règle des 3 V, c'est-à-dire végétal, vrai, varié. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, en étudiant de manière très exhaustive et générique la littérature scientifique, que le lien alimentation-santé, alors quand je dis santé, c'est humaine et planétaire, et de la planète, que ce lien alimentation-santé était régi, gouverné par 3 dimensions, c'est-à-dire le ratio produits animaux sur végétaux, le degré de transformation, qui est la dimension innovante et qui a été négligée jusqu'à aujourd'hui, et qui permet de combler beaucoup de lacunes et de contradictions scientifiques quand on rajoute cette dimension qui manquait. Et la diversité, si possible, biolocale et de saison. Donc, ça fait 3 VBLS. Donc, végétal, on est arrivé à un optimum, une valeur médiane qui serait idéalement aux alentours de 15% de calories animales par jour, c'est-à-dire 2-3 portions. Pour la dimension vraie, par rapport aux faux aliments, ne pas dépasser, pareil, une valeur médiane de 15% maximum, grand maximum de calories ultra transformées par jour, c'est-à-dire pas plus d'un ou 2 produits par jour, grand maximum. Et enfin, pas dans les vrais aliments variés, parce que si vous variez des aliments ultra transformés, comme c'est des calories vides pour beaucoup, c'est une variété qui n'a pas de sens en fait. Vous êtes plus dans une variété de marques ou de reformulation, mais vous n'êtes pas dans une vraie variété botanique ou d'espèces animales. Donc on voit que en fait, bien manger est très très simple. Les choses ont été beaucoup compliquées parce qu'on est rentré dans l'aliment par la porte de la composition des nutriments. Mais voilà, on mange d'abord des aliments et des matrices alimentaires. Donc, il faut plutôt rentrer dans l'aliment dans sa globalité, ce que j'appelle l'approche holistique de l'aliment. Et vous voyez que bien manger est très simple. Il n'y a que 3 questions à se poser. Végétaliser davantage, diminuer les produits animaux, réduire les aliments ultra transformés, donc revenir vers des vrais aliments et varier. Voilà, il n'y a pas besoin vraiment d'en savoir plus parce que si vous vous servez de ces 3 dimensions comme axe, vous allez remplir tous vos besoins nutritionnels. Mais il n'y aura plus besoin d'y penser. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus besoin de se prendre la tête. Parce qu'on a élaboré des régimes standards 3V, pas très compliqués, hein, en se basant sur ce qui était disponible en France. Eh bien, on remplit les besoins nutritionnels sans problème. Et quelles sont les grandes règles à retenir? C'est un ratio oméga 6 sur oméga 3 qui est inférieur à 5. Donc, avec le 3V, il n'y a aucun souci parce que les oméga 6 sont surtout fournis par les aliments très transformés avec des gras ajoutés. On ne dépasse pas 5 grammes de sel par jour. On ne dépasse pas 12% des calories quotidiennes en acides gras saturés. On ne dépasse pas 10% de calories quotidiennes en sucre libre, c'est-à-dire des jus ajoutés et du miel. Ça, c'est la définition de l'OMS. On remplit tous les besoins d'acides aminés essentiels. Et je crois que j'ai à peu près cité les grands indicateurs basés sur les nutriments, c'est-à-dire sur une approche un peu plus réductionniste. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces trois axes, ces 3 leviers, vous n'avez plus besoin de vous en préoccuper en fait. Donc l'idée, c'est quand même de simplifier l'alimentation. C'est-à-dire que chacun devrait savoir comment faire pour bien manger. Et en fait, on ne devrait pas avoir besoin comme j'aime à le dire, on ne devrait pas avoir besoin de bac+5 à bac+8 pour savoir comment manger. Ce n'est pas normal. C'est un acte qu'on fait tous les jours. Donc tout le monde, quel que soit qu'il ait fait des études longues ou courtes, ou même s'il s'est arrêté avant le bac, je veux dire, tout le monde devrait savoir ce que c'est que de bien manger. Et donc, nous, on a appelé ça les 3 V. Et il n'y a pas besoin d'en savoir plus, en fait, hein, pour bien manger, parce que ça inclut tout. Alors après, ça ne va pas tout résoudre, parce qu'il peut y avoir des facteurs génétiques, des facteurs liés à des histoires familiales. Hein. On sait, par exemple, que le cancer colorectal peut être lié à une histoire familiale de cancer colorectal. Mais en tout cas, c'est déjà la base pour bien démarrer. Ben oui, parce qu'en même temps, la génétique, d'accord, ou les familles à cancer colorectal, d'accord, mais vous êtes d'accord que si on est issu d'une personne, on est mis au monde par une personne
Si on vit avec elle pendant 20 ans parce qu'elle nous donne à manger de telle manière, on va forcément prendre ses habitudes qu'on va peut-être reproduire nous-mêmes dans notre foyer. L'offre, elle est de moins en moins de bonne qualité. Et du coup, des fois, quand j'entends des gens se dire pourquoi moi, pourquoi j'ai ce cancer, pourquoi moi j'ai ça, moi j'ai peut-être mon mode de fonctionnement à moi, mais moi je vais d'abord me demander quand il m'arrive quelque chose, je vais essayer de me dire pourquoi j'en suis arrivée là. Par exemple, un truc tout bête, euh, est-ce que c'est normal de boire un soda et pas de l'eau? Est-ce que au lieu de donner des bonbons, on ne pourrait pas donner une poignée de noisettes? Pourquoi quand on donne une noisette, on va donner celle qui est grillée, salée, et pourquoi on ne va pas donner celles qui sont naturelles? Il y a tout à revoir. Manger des amandes enrobées de sucre, pour moi, c'est pas des amandes. Enfin, vous voyez, c'est en fait, on veut faire plaisir, mais comme le plaisir passe souvent dans les mentalités par le sucre, bah, on se voit plus faire. Et tout est, enfin, vous voyez, je vais loin dans ma réflexion, mais c'est tout con. Mais une pomme d'amour, pour moi, c'est pas manger une pomme, c'est une Hmm, pomme avec du sucre. Et en bien sûr. fait, on mange, on se voit pas faire. Et puis à la fin de la journée, si on se met à dire, ah, entre le verre de lait, il y a du sucre. Mon bout de fromage, il y a ça. Dans mes pâtes, il y a du sucre. Mais avec mes pâtes, j'ai remangé du sucre qui est du pain. Et à 4 heures, j'ai remangé une viennoiserie. Et le soir, j'ai remangé ça. Ben, je pense qu'à la fin de la journée, comme vous dites, on explose le compteur sucre au détriment de fruits, de légumes, poignées de noisettes, poignées de noix. Tout ça, c'est des vitamines qui se perdent. Et à la fin, on rentre dans des cercles vicieux de ben, on appauvrit notre terrain naturel. Et au bout d'un moment, bah, il y a la facture qui arrive et il est temps de s'informer. Voilà. Je crois Oui, il qu'il faut faut. vraiment s'informer. En fait, on croit que tous ces plaisirs artificialisés et exacerbés, en fait, c'est pas un vrai plaisir. C'est des plaisirs artificiels qui sont faciles d'accès, mais qui ne procurent pas un vrai plaisir à long terme. Le vrai plaisir, c'est les vrais goûts des vrais aliments qui sont subtils, qui s'apprennent, mais qui procurent un plaisir beaucoup plus durable, Mm. qui se partagent aussi. Donc, il y a la dimension du partage. Oui, ces aliments ultra transformés qui ciblent les enfants ont des conséquences dramatiques, hein. On commence à l'observer dans les grands pays émergents où ces aliments progressivement remplacent les vrais aliments. Mm. J'ai vu un reportage au Maroc, j'ai vu un reportage en Amérique latine, au Laos. Ce phénomène est en train de se développer et donc il faut vraiment garder nos traditions culinaires et surtout voir que manger est un plaisir, mais manger des vrais aliments, et en effet. Et se demander pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé en 100 ans pour qu'on retrouve autant de gens en surpoids et malades. C'est pas issu du Saint-Esprit, c'est qu'on a certainement changé nos modes de vie. Et, et voilà, il faut vraiment prendre son temps, un jour se positionner, se questionner et revenir à des bases. Et moi, je pense que souvent, on m'a dit, oui, mais tu sais, c'est cher, nanani, nanana. Ben, moi, franchement, avec 5 euros, je peux faire quelque chose de très sympa. 1 kilo de légumes, c'est pas 10 euros. Il suffit de le diviser en deux, accompagné d'un petit poisson ou d'un truc maison. Moi, pour un snack à 10 euros en ville, moi, avec 10 euros, je peux faire un repas sympa pour 2 personnes en ayant des idées. On n'est pas obligé d'acheter de la viande à tous les repas, d'acheter des viennoiseries, d'acheter des bonbons. Il faut revoir un peu aussi son budget. Et il y en a souvent qui disent que c'est qu'il y a un manque de temps. Et c'est vrai que, par exemple, quand je vois le goût des carottes râpées en barquette en plastique et le goût de mes carottes râpées maison qui m'ont pris 1 minute ou deux, bah, je peux vous assurer que l'autre, c'est du carton et que moi, mes carottes râpées, elles ont un goût, voilà, quoi, ça n'a rien à voir. Et bah, à nous de voir où réduire notre temps ailleurs qui n'est pas une priorité et revoir là où on a des priorités. Voilà. Oui, c'est une question de système de valeurs, c'est-à-dire quelles sont nos valeurs en fait. Si on prend conscience que l'alimentation, c'est ce qui soutient la vie, c'est-à-dire la vie humaine, ce qui soutient les petits producteurs, ce qui soutient aussi la biodiversité, le bien-être animal, la protection de l'environnement. Donc, si on a conscience que notre acte de manger soutient toutes les formes de vie, euh, si vous voulez, le problème financier de temps vient après. Il faut pas, si on met toujours l'argent au centre pour faire nos choix, on s'en sortira jamais.
Oui, Et c'est c'est un ça. très mauvais calcul parce qu'on va acheter des aliments peu chers, avec des goûts artificialisés. Donc, c'est pas très exigeant, c'est pas cher. Mais c'est un très mauvais calcul parce qu'après, il y a des coûts de santé, il y a des coûts environnementaux très, très importants derrière. Donc, en fait, c'est un très mauvais calcul. Je pense qu'il faut, effectivement, comme vous le disiez, revenir à une éducation à l'alimentation, que notre système de valeurs change et qu'on prenne conscience que manger, c'est voter. Acheter des aliments, c'est une façon de voter parce que ça a un tel impact sur toute la planète. Mm. Donc voilà. Après, il y a des gens qui n'ont vraiment pas les moyens, ça c'est vrai. Donc ça, là, ce serait le rôle de l'État, hein, de donner accès à ces gens à des vrais aliments. Mm. Parce qu'il y a vraiment des gens qui ont des réelles difficultés financières. Donc ça, c'est pas à négliger. Mais pour certains, qui mettent en avant des fois un problème de temps et d'argent, c'est souvent plutôt un problème de hiérarchie de nos valeurs, en fait. Il faut questionner comme vous le suggériez. Mm, mm. Oui, parce qu'après, vous voyez, regardez, on n'a pas d'argent. Je vous dis une bêtise, hein. J'ai des souvenirs où j'allais au cinéma quand j'étais jeune et à une époque où je mangeais du maïs parce que bon, moi personnellement, je n'en mange plus. Ma mère me faisait mes pop-corn maison et je peux vous dire qu'avec le prix par exemple, au cinéma, le prix de la corbeille, c'était le prix du paquet à la maison. Et Mm. avec le même prix, ma mère, elle me faisait 10 000 trucs de. Enfin, vous voyez ce que Mm. je veux dire? Je veux, Oui. je veux récupérer de l'argent et de la monnaie quand on n'en a pas. Si on est stratège, on peut des fois de faire des choses nous-mêmes. Moi, quand je fais un cake maison, ça vaut pas plus cher que le cake du magasin. Et finalement, les économies, on les retrouve. C'est, il faut se poser et voyez, c'est tout bête, mais acheter un truc à la coupe, regardez le prix du kilo et acheter le truc emballé, les gens verront que à la coupe, c'est moins cher. Donc, en fait, il faut vraiment repenser tout, trouver des stratégies. Et voyez, je fais mon pâté maison. Maintenant, j'ai appris à faire plein de choses. Et pourtant, je n'ai pas perdu d'argent dans mon budget. Mais par contre, je passe moins de temps à regarder la télé. Je passe moins de temps à être sur Facebook. Je prends mon temps pour ça. Et en étant bien euh, organisée, j'ai trouvé d'autres stratégies. Et tout le monde est content. Et puis, peut-être qu'il est temps de penser enfin à nous. Voilà. Par contre, je crois que vous vouliez faire 15 minutes, on est à 40 là. Oui, ben on va arrêter là. Ben alors on fait un petit peu, tant qu'à faire, le reste, puisqu'on est Oui, parti, hein, maintenant qu'on a été trop loin. il y a Est-ce trois qu'on autres. peut parler donc de cette fameuse alimentation ultra transformée? Que pouvez-vous nous dire par exemple, sur l'émergence de grosses pathologies, on va dire de civilisations qui ont augmenté, c'est-à-dire de plus en plus de diabète, d'ostéoporose, de mauvaise digestibilité, les carences alimentaires qui explosent parce qu'on se rend compte qu'on ne tolère plus tel et tel aliment. Et par exemple, bon là je parle pour ma communauté, l'hyperactivité, l'autisme et tout, est-ce que la recherche actuelle et ses premiers jets viennent corréler aussi de on est ce qu'on mange? Voilà. Oui, alors bonjour Corinne. En fait, oui, donc il Ah, restait trois j'ai points pas que j'avais. coupé. C'est pas grave, on laisse sur la même vidéo. J'ai D'accord. pas coupé. Excusez-moi. Non, non, il n'y a pas de souci. En fait, oui, donc il y a trois points qu'on avait préparés en amont. Donc c'était les aliments ultra transformés, les déficiences, l'hyperactivité et les autres grandes maladies chroniques. Alors oui, donc comme je le disais tout à l'heure, à ce jour, depuis à peu près 2010, on approche de la soixantaine d'études épidémiologiques, alors avec des études évidemment de qualité variable. Les plus intéressantes étant ce qu'on appelle les études de cohorte, c'est-à-dire on va suivre les gens dans le temps sur plusieurs années, c'est ce qui est le plus robuste et le plus intéressant. Donc aujourd'hui, pour des consommateurs réguliers ou excessifs d'aliments ultra transformés, on a quand même beaucoup d'éléments aujourd'hui qui convergent, c'est-à-dire qu'on observe des risques accrus. Alors, outre le syndrome de l'intestin irritable dont je parlais tout à l'heure, on s'est bien démontré donc des risques accrus évidemment de surpoids et d'obésité surtout. Hein, je rappelle qu'on a 17% d'obèses en France, hein, presque une personne adulte sur 5. Des risques accrus de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2. Bon, on s'en doutait un peu, hein, il y avait des études déjà avec le soda avant qu'ils le montraient.
Le syndrome métabolique, qui est un ensemble de 5 dérégulations métaboliques. Et quand on en a 3 sur 5, on est atteint d'un syndrome. Donc, ça peut être hypertension, hypercholestérolémie et surpoids, par exemple. Et dans Il y a l'autisme, eu... c'est étudié. Oui, Tout ça, exactement. tout ce qui est syndrome métabolique, hyperperméabilité intestinale, surpoids, diabète, dysbiose, tout ça, ça ressort dans les études, oui. Voilà, il y a eu aussi des études qui ont montré des liens avec un risque accru d'asthme et ce qu'on appelle le sifflement pulmonaire. Alors, je ne suis pas médecin, mais je sais que c'est quelque chose qu'on Oui, observe. Donc, parce que le microbiote pulmonaire existe, justement. en fait, à confirmer pour ça, c'est seulement une étude. Par contre, on a deux études de cohorte qui montrent des risques significativement accrus de symptômes dépressifs et d'incidence de dépression, donc par rapport à la santé mentale. Mais bon, là, ce n'est pas très surprenant non plus parce qu'on avait des études auparavant qui… Il y a beaucoup d'études qui relient l'alimentation et les maladies mentales. Alors, les quatre plus étudiés, c'est déclin cognitif, Alzheimer, Parkinson et dépression. C'est les quatre plus étudiés. Oui. Et il y a beaucoup d'études qui sont liées à une mauvaise alimentation et qui peuvent augmenter les risques de certaines de ces maladies mentales. Donc, voilà. Ensuite, il y a une étude aussi qui montre un risque accru de cancer totaux et du sein avec une consommation excessive d'aliments ultra transformés. Et enfin, on a 2-3 études intéressantes aussi qui montrent qu'on a des risques accrus de ce qu'on appelle la mortalité toutes causes confondues, donc risque accru de mortalité précoce, avec des pourcentages assez élevés, donc notamment la cohorte espagnole, on est à 60% en plus, donc c'est quand même pas rien. Donc ça, c'est vraiment Vous voyez qu'on a quand même des études qui couvrent un spectre assez large de maladies chroniques. Alors, vous parliez de maladies de civilisation, moi je les appelle des maladies d'industrialisation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles sont apparues avec l'hyper-industrialisation de nos sociétés. Parce que, si vous voulez, les civilisations, il y en a plein. Donc, il y a les Romains, les Grecs, les Perses. Voilà. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens, ce terme. Je pense qu'il faut plutôt parler de maladies d'industrialisation. Pourquoi ? Parce qu'on voit que dans les pays émergents et en développement, qui s'industrialisent de plus en plus et qui, notamment, ont industrialisé l'alimentation, eh bien, on voit qu'en parallèle émergent ces maladies chroniques, alors que ça n'existait pas auparavant. Donc, on voit bien que c'est plus un problème d'hyper-industrialisation que de civilisation. Alors ensuite, peut-être les 2 points qui sont un peu plus précis. Donc, les déficiences, je pense qu'on a un petit peu parlé tout à l'heure. Beaucoup de ces aliments sont des calories vides ou moins riches en composés protecteurs que les vrais aliments. Alors, les composés protecteurs, en gros, il y a 4 catégories. Donc, les fibres. Donc, il faudrait consommer 25 à 30 grammes par jour. Donc, en France, on est plutôt à 19-20. Donc, calories vides. Donc, il y a les antioxydants aussi. Donc, ils sont moins riches en antioxydants, moins riches en vitamines et en minéraux et oligo-éléments. Et souvent, ils sont plus riches en potassium. Non, pardon, en sodium et moins riches en potassium, excusez-moi. Ça, ouais. Voilà, donc, ce qui me permet aussi de souligner une étude qui a relié excès d'aliments ultra transformés et hypertension. Bon, ce n'est pas non plus surprenant parce que s'ils nous font plus manger de sel, on peut trouver un lien qui a été bien établi auparavant entre l'excès de sel et l'hypertension. Alors, certains vont dire, il faut aussi souligner, je pense que c'est important, qu'il y a beaucoup d'aliments ultra transformés qui sont enrichis en fibres, minéraux, vitamines, antioxydants. Et c'est ce qui a amené Carlos Monteiro, le fondateur du concept en 2009, à parler de malbouffe de très bonne qualité. Je m'explique. Pourquoi c'est de la malbouffe de très bonne qualité ? Parce que, en fait, elle est de très bonne qualité sanitaire, c'est-à-dire que ce sont des aliments très sûrs sur le plan toxico, qui se conservent bien, qui sont très très bien marketés avec des très beaux emballages, des allégations des allégations nutritionnelles qui suggèrent un effet santé trompeur. Oui. Donc, par exemple, quand on a des céréales du petit déjeuner pour enfants, où il y a marqué blé complet, mais comme ils sont cuits extrudés, qu'il y a du sucre ajouté, en fait, le papa ou la maman en achetant se dit je vais acheter des fibres, du blé complet, mais en fait, il achète une bombe de sucre. Donc, on met l'accent sur un ensemble, une petite partie, en disant cette petite partie, puisqu'elle est bonne, vous pouvez acheter l'ensemble, mais ce qu'il faut regarder, c'est l'ensemble. Donc, l'approche holistique de l'aliment. Et quand on regarde l'ensemble, on voit que c'est un aliment ultra transformé, donc qu'il faudrait plutôt éviter ou alors ne manger qu'occasionnellement. Donc, si vous voulez, ce n'est pas pareil de manger une vraie alimentation, par exemple végétale vraie variée, qui est naturellement riche en fibres, antioxydants, minéraux, vitamines et qui vont agir en synergie. La synergie est importante, que de consommer des aliments ultra transformés qui sont artificiellement enrichis en ces composés.
Parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes qui font les bénéfices. D'un côté, ils vous vendent des calories vides et après, ils vous revendent les mêmes aliments ultra transformés en enrichissant fils minéraux et vitamines. Mais il faut plutôt dire aux gens ce qui est plus vertueux à long terme pour la planète et votre santé. Revenez tout simplement à des vrais aliments. Vous n'aurez pas besoin de consommer des aliments enrichis. Et puis, en ce qui concerne les carences, alors aujourd'hui, on observe, alors la vitamine D, il y a beaucoup de gens qui sont déficients en Europe, mais ce n'est pas forcément lié qu'à notre régime alimentaire, parce qu'on l'observe aussi dans des gens qui ont plutôt une bonne alimentation. Et je pense que ça pourrait être plus lié au fait qu'on est plus sédentaire, qu'on s'expose moins longtemps au soleil. C'est ça. Et donc, comme on sait qu'en hiver, en théorie, il faudrait s'exposer au moins 2 heures par jour pour avoir 80% des apports en vitamine D, parce que le soleil, c'est à peu près 80% et l'alimentation 20%. C'est vrai qu'on peut être très loin d'une exposition de 2 heures. Moi, par exemple, qui suis sédentaire et qui suis enfermé pour mon travail, donc on peut être facilement déficient en vitamine D. Hein, donc, oui, j'en suis le bon exemple. J'avais 17 et je vis à Nice. Et en fait, ce qui serait intéressant aussi, c'est de se demander à quoi sert telle et telle vitamine pour comprendre l'intérêt de l'aliment. Et là, quand on sait que la vitamine D, ça peut jouer sur l'humeur de quelqu'un en dépression, ou ça peut jouer sur le fait d'avoir remonté ma vitamine D, ça m'a fait remonter mon calcium. Quand on s'intéresse à tout ça, par exemple que la vitamine B6, B9, B12 peuvent être associées au cognitif, à quoi sert le magnésium, à quoi sert le zinc, à quoi sert ceci, cela, l'iode, vérifier la thyroïde, tous ces sujets-là qui peuvent être taxés de… On m'a déjà dit que c'était pour les naturopathes, hein, alors que c'est la base de la médecine. oui. Quand on s'intéresse à ça, on comprend. Oui, mais si vous voulez, Corinne, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de s'intéresser nutriment par nutriment. Ça demande un peu de temps. C'est pour ça que nous, on a élaboré cette règle des 3 V parce que si vous voulez, si vous végétalisez davantage, que vous mangez des vrais aliments et que vous variez, tous les nutriments que vous avez cités, les micronutriments, vous allez les avoir, mais vous n'aurez plus besoin de vous en préoccuper, si vous voulez. Donc, parce que c'est vrai que tout le monde n'a… Bon, il y a des gens pour qui c'est très compliqué de prendre le temps d'étudier un peu plus l'alimentation. Mais vous avez raison. Pour ceux qui veulent savoir, c'est toujours intéressant à savoir parce que de toute façon, c'est une synergie d'action. Si vous voulez, quel est le problème de ces aliments enrichis ou de ces compléments? C'est qu'on n'a pas forcément la synergie d'action qu'on observe dans des matrices naturelles. Donc, il faut mieux beaucoup de micronutriments protecteurs à dose nutritionnelle et naturelle que seulement quelques micronutriments à plus forte dose, parce que vous allez perdre la synergie, etc. Et que, par exemple, si on prend une fibre, elle ne va pas être fermentée pareil si elle est naturellement présente dans l'aliment que si c'est une fibre, un isolat de fibre qu'on a produit industriellement et qu'on va rajouter artificiellement à l'aliment. La stimulation de la chaîne trophique bactérienne ne sera pas la même. Donc, si vous voulez, il faut vraiment que les gens comprennent que de rajouter des composés à un aliment qui les a perdus, c'est que déjà l'aliment à la base, il a été bien maltraité pour qu'il ait perdu tout ça. Donc, c'est jamais bon signe quand on est obligé de réenrichir un aliment dans le préventif. Après, moi, je ne parle pas des déficiences sévères ou du curatif, ce n'est pas mon domaine, où là, ça peut être vraiment nécessaire. Hein. Puis, il y a des populations de niche comme les femmes enceintes et le fer, par exemple. Enfin, voilà, il y a d'autres… mais là, ce n'est pas mon domaine. Moi, je parle vraiment du préventif, c'est-à-dire être en bonne santé et rester le plus longtemps possible. Voilà, des compléments et des aliments enrichis artificiellement, comme sont certains aliments ultra transformés. Si vous voulez, vous pouvez améliorer vos besoins nutritionnels en consommant des aliments ultra transformés enrichis, par exemple en minéraux, en vitamines. Mais comme c'est une bombe de sucre à côté, vous pouvez quand même tomber malade. Donc, vous pouvez améliorer vos besoins nutritionnels et quand même tomber malade. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut bien distinguer l'apport nutritionnel pour être sûr de remplir nos besoins nutritionnels et aussi la maladie chronique. Parce qu'évidemment, si je vous saupoudre des bonbons et des confiseries comme avec des vitamines et des minéraux, vous allez consommer plein de vitamines et de minéraux, mais en même temps plein de sucre rapide. Donc, c'est un peu ça ce que Montero appelle de la malbouffe de très bonne qualité. C'est que ça a l'apparence d'aliments très, très bien conçus, mais qui en fait sont trompeurs. Et il n'y a rien de tel que de consommer des vrais aliments. Et on peut rappeler pour ceux qui nous écoutent 2 études qui sont célèbres dans le monde académique et qui montrent qu'un seul composé, même s'il est protecteur dans une matrice naturelle,
peut ne plus devenir protecteur quand on l'isole et qu'on le met en grande quantité artificiellement dans un aliment. Par exemple, le carotène, qui est un antioxydant très fort. Donc, on a découvert que c'était un antioxydant, donc on l'a isolé et on s'est dit on va le donner à des quantités plus importantes dans une étude d'intervention. Donc, c'est les fameuses études ATBC-CARET des années 90. Et en fait, dans le groupe des fumeurs auxquels on avait donné justement ces suppléments en carotène, enfin ces compléments, eh bien, le risque de cancer du poumon a augmenté significativement. Donc, ils ont dû arrêter l'étude. Donc, on voit bien que, par exemple, les antioxydants, c'est un très bon exemple. Il faut mieux une multitude d'antioxydants à des doses modérées naturelles qui agissent en synergie qu'un seul antioxydant qu'on met à forte dose. Parce que si vous voulez un antioxydant, une fois qu'il a agi, il devient un radical libre. C'est le principe d'oxydoréduction. Et donc, s'il n'a pas derrière d'autres molécules pour le neutraliser ou le régénérer, ce qu'on appelle la synergie, eh bien, ça devient problématique. Donc, voilà, pour les gens, je pense qu'il faut vraiment dire qu'il faut mieux une grande quantité de molécules protectrices différentes à dose normale que seulement un ou deux ou trois composés supposés protecteurs à des doses supranutritionnelles. Voilà. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre de compléments, ça peut être très utile dans certains cas, dans le curatif, dans des déficiences sévères, évidemment, mais dans le préventif, il faut mieux encourager les gens d'abord à revenir à des vrais aliments. D'accord. Eh ben, en espérant que ça fasse un chemin, que les gens voilà, repensent un peu leur manière de manger, se remettent à table, comme vous dites, pourquoi pas couper un peu les écrans, prendre le temps de rester une demi-heure. Alors, bon, là, je parle pour les familles d'enfants autistes. C'est compliqué parce que justement, dans l'autisme, il y a des sélectivités alimentaires et des troubles alimentaires. Du coup, ça peut être aussi un questionnement pour les parents qui va dans le sens de la recherche et du microbiote et de l'autisme. C'est est-ce que justement c'est pas lié? En tout cas, dire que toutes les personnes autistes ont des problèmes de vitamines, ce serait un raccourci rapide évidemment. Mais en tout cas, comprendre pourquoi il se passe ça, c'est pertinent. Voilà. Parce que moi, c'est pour ça, je sais qu'on m'appelle Madame Caca, c'est pas méchant, mais c'est Madame Microbiote. Mais en même temps, ça m'intéresse parce que pour moi, c'est le soin de l'avenir. Et ça concerne énormément de pathologies, selon moi. Et peut-être que dans 20 ans, on rigolera moins de moi parce que je pense que quand on aura compris le vrai équilibre du microbiote et l'impact que ça va avoir sur toutes les pathologies, on se dira, ah oui, d'accord, là, on comprend. Et à mon avis, la recherche des livres, c'est le premier jet. Et c'est très engageant parce que on est en train de se rendre compte que ça concerne énormément de choses et énormément de mots physiques, voire physiques et mentales. Donc, du coup, c'est pas mal. Voilà. Moi, je ne suis ni médecin ni microbiologiste, donc je n'ai pas d'expérience sur le sujet. Non, mais en fait, ce que je voulais juste faire une remarque, par contre, qui est une remarque plus globale, plus en amont. Certes, on parle de transplantation fécale, mais je pense quand même qu'il faut bien raisonner, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que notre microflore a été dérégulée. Alors, il peut y avoir plusieurs facteurs, mais c'est quand même une alimentation totalement déséquilibrée qui réduit. Donc, je pense que voilà, la première chose à dire, c'est déjà de mieux manger. Après, tant mieux si on peut guérir des gens par des transplantations fécales, hein, évidemment, tant mieux, mais il faut quand même remonter en amont et en préventif. Et je pense qu'il faut plutôt d'abord encourager les gens à bien manger parce qu'ils auront naturellement une bonne microflore et il y aura plus besoin il y aura moins besoin de curatifs, en fait, hein, vous voyez, parce qu'on focalise beaucoup en France sur le curatif, des solutions curatives, mais on devrait s'interroger d'abord en amont, qu'est-ce qui a dérégulé notre microflore. Et comment on peut faire déjà à notre petit niveau, voilà, parce que sans l'idée, c'est quand attendre. même… Excusez-moi, parce qu'il y a un petit décalage. Excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Non, l'idée, c'est de dire qu'il faut vraiment axer sur le préventif parce qu'on aura moins besoin de faire de curatifs, moins besoin de dépenser d'argent, etc. Il y aura toujours des gens malades. Moi-même, probablement, je vais tomber malade un jour, mais l'idée, c'est quand même de vivre longtemps en bonne santé, ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui. Et franchement, en France, il faudrait qu'on fasse beaucoup plus de préventif. Comme ça, on aurait moins de stress et on aurait moins de questions à se poser dans le curatif. Et l'idée du microbiote qu'on pourrait transplanter est un exemple assez intéressant à ce niveau-là. C'est-à-dire que oui, tant mieux si on peut faire du curatif, mais quand même, d'abord dire aux gens,
revenez à une alimentation la plus équilibrée possible et votre microbiote se portera très bien. Et si votre microbiote se porte très bien, bon là, je ne suis pas microbiologiste, d'autres le savent mieux que moi, mais d'après ce que j'ai pu lire, il a un impact dans votre corps à plusieurs niveaux. Donc, c'est un peu ça l'approche holistique aussi, hein, c'est revenir aux causes, revenir au préventif. Oui, parce que je sais qu'il y a des parents et des gens qui ont beaucoup d'attentes. Par exemple, ils vont regarder les études sur les probiotiques, ils vont regarder, comme vous dites, la greffe fécale, ils vont regarder ceci, cela. Mais finalement, on attend, mais on a peut-être déjà les moyens de corriger déjà sans ça. Et de ce que j'ai retenu, de ce que j'ai appris, c'est qu'il faut une balance de bonnes et de mauvaises bactéries. Et c'est en mangeant, et pourquoi pas en surveillant ces marqueurs sanguins et voir un peu ce qui est en déséquilibre et en s'informant avec des gens comme vous et d'autres qui, qui font de la micronutrition, par exemple, ou s'interroger pourquoi on devient diabétique, pourquoi on a la maladie de Crohn, pourquoi on a la maladie cœliaque, pourquoi on a la maladie du syndrome du côlon irritable, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a déjà, nous, en info, pour corriger. Et je pense qu'on peut le faire si on s'informe et qu'on prend le temps. Oui, c'est un premier levier qui est accessible à tout le monde. Alors, on n'est pas en train de dire que ça résoudra tout, hein, l'alimentation. Voilà, mais c'est un premier levier qu'on peut actionner. De toute façon, ça ne fera jamais de mal que de mieux manger, de toute façon. Ça, c'est Voilà. sûr. Et peut-être on peut, parce que je vois que le temps passe, peut-être on peut terminer sur Oui. l'hyperactivité, parce que j'ai fait une petite recherche biblio sur les Oui. ultra transformés et l'hyperactivité. Alors, ce qui revient le plus souvent, en fait, c'est un débat qui date d'il y a 40 ans, hein, qui est très ancien. C'est le lien entre les colorants, les additifs colorants, qui sont des marqueurs d'ultra-transformation pour beaucoup d'entre eux, ce qu'on appelle des MUT, et qui ont été liés à l'hyperactivité. Et donc, il y a eu quand même pas mal d'études sur colorants et hyperactivité chez les enfants. Mhm. Et j'ai trouvé deux méta-analyses. Alors, une méta-analyse, pour ceux qui nous écoutent, c'est quand on synthétise plusieurs études. On fait la synthèse de plusieurs études épidémiologiques. Mhm. Et donc, dans ces deux méta-analyses qui sont de 2012 et 2004, c'est intéressant parce que ça va dans le même sens. On trouve un risque accru d'hyperactivité de plus 22 et plus 28%. Donc, vous voyez, on est à plus de 20% dans les deux. Ce n'est pas très éloigné. Dans les catégories de personnes qui consomment le plus ces additifs colorants par rapport à ceux qui en consomment le moins. Parce que si vous voulez, le risque est toujours calculé avec ceux qui en consomment le plus contre ceux qui en consomment le moins. Donc, dans ces deux méta-analyses, à une dizaine d'années d'intervalle, on retrouve ce plus 20% d'hyperactivité. Donc, il y a un lien, ce n'est qu'une association, évidemment, ce n'est pas une causalité, c'est une association, mais qui interroge et qui doit permettre peut-être de dire aux gens de limiter quand même la consommation de colorants. Et je crois que d'ailleurs des industriels ont déjà travaillé là-dessus pour réduire les colorants. Notamment le dioxyde de titane. Il y a eu le dioxyde de titane. Alors voilà, je ne sais pas si c'est lié à l'hyperactivité, mais en tout cas, je sais qu'il a Oui, été je interdit en l'avais France. lu. Mm. Et puis, alors, il y a les colorants avec l'hyperactivité. J'ai aussi trouvé des articles sur le benzoate de sodium, qui est le E211, un conservateur, qui a aussi été suggéré, mis en cause Oui. dans l'hyperactivité, notamment, qui est plutôt étudié chez les enfants, évidemment. Et qui est Euh, souvent dans les produits de beauté, les shampoings, tout ça, les savons, parce qu'on maintenant, même ça, enfin, je veux dire, un savon noir, c'est quand même mieux, quoi. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pensé, après, je sais que ce qui m'est arrivé à moi, c'est pas une généralité, mais ce serait bien de repenser tout, parce que tant qu'à faire, l'alimentation, c'est une chose, mais on peut aller loin. On peut se demander pourquoi on a besoin de 10 crèmes pour le visage, pourquoi on a besoin de 3 savons pour le corps, pourquoi on a besoin de ceci, cela. Et moins on se bombarde de choses, c'est un tout, et moins on se bombarde de choses, et notre corps, il n'a pas besoin peut-être de surplus de choses. Et peut-être on peut se questionner en gratissant même plus large que l'alimentation, je pense. oui, alors nous, on avait calculé aussi, alors on avait pris l'exemple d'un enfant qui consommerait très ultra transformé, c'est-à-dire des céréales du petit déjeuner le matin, des collations à 10 et 16 heures à base de biscuits industriels, enfin de choses très ultra transformées, restauration collective à midi où il y a souvent pas mal de plats en sauce ultra transformée, des fins de repas ultra transformées, et des parents qui n'ont pas le temps de cuisiner le soir et qui peuvent donner de l'ultra transformé le soir, hein. Le schéma que je décris là est assez, n'est pas très étonnant, enfin peut être très fréquent.
Donc, on peut arriver jusqu'à 70%, on avait calculé 72% de calories ultra transformées, presque 3 sur 4, et qu'un enfant pouvait, dans ce cas-là, consommer par jour plus de 42 additifs. Donc, c'est incroyable. voilà, comme on a peu de recul sur l'effet cocktail, il y a quand même des études qui suggèrent des problèmes avec certains texturants, émulsifiants la microflore colique, la digestion, les colorants et l'hyperactivité. Donc, voilà, par ce qu'on appelle le principe de précaution, c'est de dire en attendant d'avoir plus d'éléments, on a quand même quelques indices qui convergent et pour encourager quand même les papas et les mamans à limiter la consommation de ces additifs qu'on qualifie souvent de cosmétiques et donc qui par définition ne sont pas indispensables, sinon on ne les appellerait pas cosmétiques pour améliorer goût, couleur et texture. Goût, couleur, arôme et texture. Enfin non, les arômes ne sont pas des additifs, pardon. Mais goût, couleur et texture. Donc voilà, ce qu'il faut faire, c'est comme vous le disiez très justement tout à l'heure, c'est-à-dire à 16 heures, plutôt que de donner un biscuit ou une pâtisserie industrielle, il faudrait plutôt donner un fruit entier. Pourquoi pas des fruits séchés qui se conservent bien, qui sont faciles à transporter, des fruits à coque qui sont faciles à transporter, qui se conservent, du pain complet avec du vrai beurre. Voilà, des vrais. En fait, il ne faut pas se prendre la tête, il faut tout simplement revenir à des vrais aliments. Voilà, pas des faux aliments et des vrais. Et le matin, il faut plutôt prendre soit du lait entier avec du pain complet, du vrai beurre. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Soit des muesli, donc des vraies céréales, des flocons d'avoine, des vrais flocons. Puis après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, bien manger et doit être quelque chose de simple, ne doit pas être une prise de tête. Et donc, nous, on a appelé ça végétal vrai varié pour simplifier le message. Mais c'est une simplification qui est scientifique, durable et bonne pour la santé. Voilà, à peu près. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est super intéressant. Enfin, moi, je pourrais en parler des heures. Enfin, voilà, pour moi, c'est la voie de l'avenir. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'à la base, c'était là, la bonne alimentation. Quand je dis que c'est la voie de l'avenir, c'est presque pas normal parce que on avait dans nos mains de quoi être en bonne santé et j'ai l'impression qu'on a régressé. Donc, du coup, voilà, c'est dommage. Ouais, il y a une dérive. On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais cette dérive est très liée à la pensée réductionniste, c'est-à-dire qu'on a vu les aliments que comme des sommes de composés. Et cette vision réductionniste a transformé l'alimentation, qui finalement est un acte de partage multidimensionnel, holistique, par essence, par définition. On l'a de plus en plus réduit. D'abord aux nutriments avec la nutrition, ensuite les aliments ultra transformés, ensuite les repas en poudre. Et le stade ultime de ce réductionnisme, c'est la gélule. Donc, si on ne fait rien, je ne pense pas qu'on y arrivera, mais si on ne fait rien et qu'on laisse le réductionnisme à l'œuvre, eh bien, il se peut qu'en 2100, notre repas, ce soit une gélule qu'on avale en 10 secondes avec un verre d'eau devant un écran seul. Donc, on a réduit un acte de manger qui prend du temps, qui se partage, donc qui est fait de liens dans l'aliment, de liens dans le partage, à une gélule qu'on mange tout seul. Voilà, et le fond, si vous voulez, le fond du problème, c'est cette pensée qui nous a amenés là où on en est aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous accorder votre savoir en espérant que les parents, les familles et les personnes autistes, adultes et qui voudra bien voir la vidéo, de s'informer par eux-mêmes, de savoir réfléchir même quand on a des infos, de creuser soi-même parce que moi personnellement, j'ai compris que je pouvais trouver du calcium dans autre chose que du lait. On m'a déjà dit, par exemple, pour moi, que d'avoir enlevé le gluten, ça allait m'enlever des fibres, mais je ne savais pas que dans les gâteaux, les pizzas, il y avait des vitamines essentielles à ma survie. Je pense qu'il faut s'informer soi-même, voir nos priorités, penser pourquoi pas qu'on pourrait avoir des intolérances alimentaires, des carences en vitamines pour aussi comprendre pourquoi on puisse avoir un problème. Et se demander si ce qu'on met dans notre corps a un impact sur nos maux physiques et mentaux. Et là, déjà, il y a de la matière et j'invite les gens à s'informer avec vous parce que quand on tape votre nom, déjà, on voit beaucoup de choses intéressantes. Vous avez parlé de NutriNet. Moi, j'ai déjà eu leur équipe au téléphone. J'avais fait une étude justement avec eux sur le fait de manger sans gluten. Il s'avère que c'est des personnes qui sont en meilleure santé. Mais il ne faut pas que ça. C'est très intéressant. Réintroduire les fibres et par
des glucides et du sucre en barre. Et manger maison, bio, pourquoi pas de saison. Enfin, il y a tout à revoir. Voilà, en gros. Voilà. Ben, merci beaucoup. Et puis, en espérant qu'on fera une autre vidéo un autre jour, pourquoi pas, parce qu'on a dû oublier plein de choses. Et merci d'avoir pris le temps. Voilà. Je vous en prie. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir, Corinne. Au revoir. Alors.